Ok, nous sommes en direct sur la page Facebook d'Amis FSH avec aujourd'hui une super méga conférence, on va y revenir dans un instant. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que malgré ce confinement, vous n'êtes pas trop malheureux, vous arrivez à bien manger, à bien bouger, à bien faire du sport parce que c'est hyper important de ne pas rester trop sédentaire même avec ce confinement et même avec notre maladie. Voilà, j'espère que vous allez bien et tout de suite, je vous présente quelqu'un que vous connaissez très bien, le professeur Alexandra Belaïev. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra qui va nous accompagner comme d'habitude sur ce talk super scientifique parce que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Rita Perlingero. Hello Rita. Hello, bonjour. Alors en français, Rita est une personne que l'on suit depuis quelques années maintenant et qui travaille beaucoup sur les cellules souches et la régénération musculaire. Et donc, on avait vraiment à cœur de l'interroger, de l'écouter surtout, nous raconter ses travaux. Alors, Rita n'est pas spécifiquement spécialiste de la FSHD, mais elle la connaît très bien. Et elle ne viendra pas nécessairement nous parler de myopathie exclusivement FSH dans son propos, mais elle va pouvoir nous expliquer quelles sont toutes les voies thérapeutiques qu'il existe aujourd'hui en termes de régénération musculaire grâce aux cellules souches. C'est bien ça, Alexandra? Oui, tout à fait. Oui. Donc, écoutez, sans aucune transition, Rita, je vous donne la parole. When you want, you start when you want, Rita. Thank you. Okay, thank you. Thanks, Pierre, for the invitation. Alexandra, thanks the FSHD, French FSHD community. It's a pleasure to talk about our research to you. So I'll share my screen. Can you see it? Yes. Okay, so my lab is focused, as Pierre, I think you said, muscle regeneration from pluripotent stem cells. This is just a cartoon to explain pluripotent stem cells. Our cells are induced pluripotent stem cells, are cells that can be obtained by reprogramming any cell of an adult individual by skin cells or blood cells. You reprogram the cells using a cocktail of genes. This technology allows us to generate these cells from any patient, from any individual. And these cells, these iPS cells, let me just use my laser. Oops. And these cells have the capacity to generate any cell type in the body. And you can differentiate the cells. We are specifically interested here in skeletal muscle to study the disease in the dish. And you can also use this model to screen for drugs. And you can also generate myogenic progenitors, that's our major interest, and use them for regeneration, providing healthy muscles for treatment. And I will go a little bit more detail what kind of treatments that could be, autologous or allogeneic. Of course, if you're using the cells from the patient for transplantation, you need to correct the mutation, because when you're talking about specifically muscular dystrophies, these are genetic diseases. So we need to correct the disease. So before I move to the next slide, I will let Alexandra translate this outline. Ok, donc l'accord qu'on a passé avec Rita, c'est qu'après chaque diapo qu'elle explique, je vais traduire. Donc, elle nous a parlé ici de son objet d'étude qui sont les cellules souches pluripotentes. Donc, ce sont des cellules qui ressemblent un peu aux cellules de l'embryon, qui peuvent se différencier en les différents tissus d'un adulte. Donc, comment on obtient ces cellules? Donc, on va partir du patient, qui est le petit bonhomme en bas dans la diapo. On va lui prélever des cellules, et ça peut être des cellules de sang, des cellules de peau, différents organes. Et ces cellules, on va les traiter au laboratoire, on va les mettre en culture dans des boîtes de culture qui sont représentées ici. Et avec un cocktail de gènes, on va reprogrammer ces cellules
pour qu'elles redeviennent comme des cellules d'embryon, des cellules pluripotentes souches. Donc, ces cellules pluripotentes souches, alors on part sur la partie gauche de la diapo, on peut les différencier en différents types cellulaires. Donc, vous voyez ici, on voit des neurones, on voit des cellules de muscles squelettiques, qui évidemment vont nous intéresser particulièrement ici, des cardiomyocytes qui sont des cellules de cœur, etc. Et ces cellules, donc toujours en culture dans des boîtes au laboratoire, elles peuvent constituer un modèle de maladie, c'est ce qui est représenté à gauche, ou bien qui va pouvoir être utilisé pour faire une recherche de médicaments pour soigner une maladie particulière, donc pour faire des criblages de médicaments. Alors, ce qui va l'intéresser en particulier, c'est la partie droite de la diapo, la ligne noire plus foncée. On part de ces cellules souches et on va les différencier en précurseurs de cellules de muscles squelettiques que l'on va greffer au patient pour aider à reconstituer ses muscles. Alors, si le patient a un défaut génétique, il faudra ajouter une étape, qui est la partie tout à fait à droite en haut, une correction de gène. Donc, il faudra corriger le gène qui est muté chez ces patients avant de différencier ces cellules pluripotentes en précurseurs de muscles et les greffer aux patients. OK, Rita. It sounds nicer in French. Okay, I missed the animation here. Okay. Okay, so this is just outlines what we already discussed. These cells can be used for regeneration, development of cellular therapeutics, disease modeling, drug screening. I think I can move, right? Because we already discussed this. So just for the, give a sense to the community, have trials been happening with cells derived from pluripotent stem cells? So this actually has been advanced in the last few years. There's a lot of potential, but actually bringing this to the therapy is a whole new challenge. But this is happening, and the diseases that are more advanced is for macular degeneration and Parkinson's disease. So in the macular degeneration, they're generating these cell types, epithelium, pigment epithelium sheet from iPS cells. They have tests from embryonic stem cells, from the patient iPS cells, and the same for Parkinson's disease. They have generated dopaminergic neurons from embryonic stem cells. So I always like to emphasize when I talk about this is that it's very exciting. Every disease is challenging, but I'd like to point out that muscular dystrophies are more challenging. Because here, when you're talking about these two particular diseases, you just need to generate one particular cell type, which is the final differentiated cell, because there is not much turnover in this particular tissue. So once you generate the cell type that's required and you provide it in that area, theoretically, right? That's sufficient and is going to be enough for the lifetime. And also these areas are more privileged in the sense that they are very restricted and small, different from skeletal muscle, right? So I will go into that, but specifically in the next few slides, but just want to point out that progress is happening. So these diseases are being advanced to clinical trials currently. And of course, there are differences, disease to disease, right? And tissue to tissue. OK, donc ici, pour vous expliquer ce qui se passe dans le domaine, il y a d'autres pathologies où cette stratégie générale est en cours de réalisation, même si on n'est pas encore au stade, on a vraiment guéri des gens, mais ça avance vraiment très bien. Donc, c'est le cas au niveau des yeux, de la dégénérescence maculaire. Et donc, là où on a pu, à partir de cellules de peau de patients, générer des cellules pluripotentes induites et les redifférencier en pigments, en cellules de l'épithélium pigmenté, qui sont les cellules qui sont affectées dans cette maladie-là, avec l'idée d'aller pouvoir les regreffer au niveau de l'œil. Autre cas, c'est la maladie de Parkinson, où là, il est possible, à partir de cellules pluripotentes souches aussi, de générer des neurones et d'imaginer d'aller greffer les neurones dans les cerveaux du patient. Et donc, ce sont des études qui sont en cours
Et elle dit malheureusement, bon ça a déjà l'air compliqué, mais en fait, d'un point de vue technologique, ce ne l'est pas parce qu'on travaille avec seulement un type cellulaire. Il ne manque qu'un seul type cellulaire dans chacune de ces maladies. Et donc, quand on aura différencié les cellules pluripotentes en ce type cellulaire manquant, eh bien, on pourra le regreffer. Dans le cas du muscle squelettique, c'est plus compliqué. D'abord parce que l'organe est situé à des tas d'endroits différents dans le corps. Hein, les yeux, ben, on n'en a que deux. Donc là, s'il faut corriger un défaut au niveau de l'œil, ben, on sait exactement où cibler. Au niveau du muscle squelettique, eh bien, ça doit se répartir sur l'entièreté du corps. Et il y a plusieurs types cellulaires aussi qui interviennent. Il y a toute une différenciation qui est compliquée et qui fait que pour le cas du muscle squelettique, le problème est plus complexe. OK. Yeah, and here, you know, just continuing on that conversation, the more complex system, muscular dystrophies, which are our focus that you want to regenerate or treat, as you know, very heterogeneous group of diseases, clinically, genetically. So just to give an example, so you want to target all these different muscles for these particular different diseases. And just to give an example, as you know, we wanted to replace diseased myofibers, right? That's the end point. You want to generate healthy muscle, as you can see here, the myofibers. Just as an example of the progression for Duchenne muscular dystrophy, just to give an example of how things can go and what do you need to provide the healthy muscle long-term, because you don't want a short-term, right? You want that for the lifespan, is that, you know, as you start, in particular, each disease is very specific, but in general, you will start seeing less of these myofibers, and you're going to start seeing inflammation, you're going to start seeing degeneration. And one sign of degeneration is that you're going to see enhanced regeneration is going to be the eccentrically nucleated myofibers, as you can see here, one and here. And in the case of Duchenne, at end stage, you will see is that attempt of the muscle to regenerate is just gone because the newly formed muscle still has the mutation and keeps degenerating. And the attempts are just cycles and cycles of degeneration, regeneration. And at some point, that's not sustainable. And you have this process of fibrosis, and you basically lose the muscle architecture. And this is an example of end stage Duchenne. The point of this slide here is just to show that different from other diseases I just talked about is that for the skeletal muscle, what do you need is cell replacement? You need the myofibers, you need healthy myofibers, and you also need the satellite cells or the muscle stem cells. And why do we need that? Well, because the muscle does have stem cells, and those cells will keep regenerating. The process is going to keep going. And if you don't provide healthy muscle stem cells, the patient, the diseased cells will going to continue providing unhealthy or diseased myofibers. So when you think about cell transplantation, you're not going to just eliminate all the muscle that is diseased and provide health. For some time, you're going to have both, or for a long time, you have both. So you want to make sure that the cells you provide will make healthy muscle, but will also, as the lifetime of the patient, is going to keep making healthy myofibers, because that process is going to keep happening. So the idea is that long-term, the cells that you transplant are going to stay there and going to keep making new myofibers. So imagine that, you know, you're going to have a hybrid, if you will. You're going to have a patient will have their own cells. They will keep making disease myofibers, but now you're going to have those niche of healthy cells that are going to make healthy ones. So hopefully the idea is that you're going to have both, and hopefully the healthy ones are going to take over. We don't know exactly what will happen in a patient, but that would be the idea. But the main point here is that it's really important to provide stem cells, muscle stem cells, because those are the cells that will keep there for the long term and keep making healthy myofibers over time.
Ok, donc pour expliquer la complexité du fait de travailler sur du muscle squelettique, des maladies du muscle squelettique, elle vous montre en haut à gauche plusieurs exemples de myopathie qui sont causées par des mutations différentes. Donc, c'est des gènes différents qui sont affectés. Et vous voyez représentés en gris les muscles qui sont affectés les premiers dans chacune de ces maladies. Et donc, vous voyez l'hétérogénéité de la présentation des patients. Donc, ça, c'est déjà un niveau de complexité. Pourquoi ce sont ces muscles-là qui sont atteints en premier et pas les autres? Alors, la deuxième chose, c'est quand on regarde une coupe à travers un muscle, hein, vous êtes familier avec cette représentation-là, on a déjà eu dans la présentation de Peter Zamy. Donc, on va couper le muscle comme des tranches de saucisson et chacune des fibres musculaires va apparaître comme un petit rond dans l'image de gauche. Et donc, ça, c'est le début de la pathologie. Vous avez un grand nombre de fibres musculaires qui apparaissent en rose, qui sont encore en bonne santé. Et au fur et à mesure que le muscle se dégrade, on va progressivement avoir disparition de ces jolies fibres musculaires roses qui vont être remplacées par de la fibrose et par de la graisse. Et c'est ce qu'on voit dans l'image de droite qui représente un état avancé de la myopathie de Duchenne. Et donc, elle dit, ce qui se passe dans la maladie de Duchenne, c'est qu'on va avoir des fibres musculaires qui meurent et les cellules satellites qui sont accrochées, qui sont des cellules souches adultes naturellement accrochées aux fibres musculaires, vont être activées, vont se mettre à proliférer, refaire des fibres musculaires, mais malheureusement, dans le cas des muscles de ces petits garçons atteints de la maladie de Duchenne, les nouvelles fibres qui viennent d'être fabriquées contiennent le même défaut génétique et donc vont elles-mêmes se dégrader et vont devoir activer leurs cellules satellites et progressivement, on va épuiser la capacité des cellules satellites à régénérer. Donc, elle dit quand on veut faire de la thérapie cellulaire du muscle squelettique, des maladies du muscle squelettique, on va devoir fournir non seulement des cellules qui vont remplacer les myofibres, c'est ce qui est écrit en bas de la diapo, hein, donc les fibres musculaires, mais également des cellules qui pourront fonctionner comme cellules satellites et qui vont pouvoir aider à la régénération des muscles. Et donc, on peut imaginer un patient auquel on aura fait une greffe de cellules de muscles, donc ces cellules qu'on a dérivées des cellules pluripotentes, et on va avoir pendant des années et des années de la vie du patient une cohabitation dans chacun de ces muscles, à la fois de ses propres cellules qui ont le défaut génétique et qui vont donner des myofibres fragiles qui vont progressivement se dégrader, et on l'espère, les cellules qui vont donner les myofibres saines, qui sont celles qu'on aura transplantées lors de la thérapie cellulaire. Et donc, il faut bien comprendre comment on va faire cette greffe de façon à apporter également des cellules souches, des cellules satellites, qui vont permettre d'aider à régénérer plus efficacement ces muscles hybrides qui ont donc une partie constituée des cellules malades avec le défaut génétique du patient et des cellules nouvelles qu'on a transplantées. Okay. So this is just a slide to show pluripotent stem cells and how you allow them to differentiate it and make these balls of we call embryo bodies. It's really the goal here of this slide, I'll try to be brief for time, is just that it's a mixture of cells, right? The cells have the capacity to make any cell type. So if you just let this happen without any guidance, it's going to be a mess. So for generation of specific cell types, you just have to target the specific cell type that you're interested for this to be efficient and safe. Ok, donc ceci vous montre une photo des cellules pluripotentes souches non différenciées à gauche. Et puis alors, si on les laisse en culture au cours du temps, donc la lettre D indique D, le jour. Donc au bout de 7 jours, on obtient une masse un peu blanchâtre. Là, c'est l'image du milieu. Au bout de 14 jours, on obtient des boules qui sont ce qu'on appelle des corps embryonnaires et qui sont, comment dirais-je, une sorte d'embryon naturel, mais en mélange.
Donc, toutes les cellules sont désordonnées, donc on va trouver les unes à côté des autres des neurones, des cellules de cœur, des cellules de muscles, etc. C'est vraiment un mélange de cellules. Et là-dedans, il y a des cellules de muscles squelettiques, ce qui nous intéresse. Mais elles sont noyées dans toute cette hétérogénéité des différents types cellulaires qu'il y a là. Donc, l'astuce, c'est qu'il va falloir trouver une méthode qui va permettre de cibler la différenciation de ces cellules souches embryonnaires uniquement vers la voie qui va donner du muscle squelettique. So I summarized here work of 15 years because I want to go where we are now. But as they are heterogeneous, back in 2005, we came up with a strategy to generate target drive the cells to specifically make myogenic progenitors. And for that, we use another trick, and like you need a cocktail of factors to reprogram any cell to become pluripotent. And we use one single gene to make those cells that could go any lineage to go specifically to skeletal muscle. And for that, we pick PAX3 or PAX7 because these are transcription factors or proteins or genes that are very important on top of the hierarchy to specify, to make a cell to go towards the skeletal muscle versus cardiac or kidney or brain. Okay, so so by overexpressing in a conditional manner, so we can tell the cells when to express this gene, we are able to mimic in a way the cells should mimic development. So this, you are able to induce the differentiation of the cells towards a very large numbers of PAX3 or PAX7. One of these genes, they behave very similarly. And you generate very large numbers of these progenitors, which when you allow them to differentiate in the dish, they make those myotubes. That was the first slide, the cover slide. And if you transplant the cells in animal models of different animal models of muscular dystrophy, we see donor-derived myofibers. This is what you're looking here. This is a mouse that doesn't have dystrophin. I don't have the control here, but I'm going to show you lots of slides later. And you can see these are all in red here, are donor-derived myofibers from the cells we transplanted, these cells here. We also see that these transplanted cells make stem cells or satellite cells, as I mentioned, they are located in a very particular location in the myofiber. They are in the periphery, in the satellite cell position, and they express PAX7. Here is in red. And this is a myofiber that's derived from the cells we transplant because they are green. So these cells here were labeled with green fluorescent protein because it's very important to track, right? To make sure that what you see in the mouse that you transplant is actually coming from the cells you injected. So you can see in a green myofiber that you have cells that are green positive and also green for PAX, or also positive for PAX7, which is a marker for satellite cells in the right location. We also see the muscles that receive transplantation. This is just an example. And this is just just to portray, we have done this with mouse and human pluripotent stem cell derived myogenic cells. So we see this. So what's the 3 key points, right? They make myofibers. Well, actually several key points, but let me emphasize 4. For this to work, first of all, you need to generate very large numbers of progenitors, right? And these have to be homogeneous. Because if you don't get enough cells, you're not going to have enough cells for a transplantation. Imagine transplanting in a patient, right? So this is key. How many cells can you get? And of course, it's not just number, but quality, right? You don't want to have lots of cells that are not important, that are not relevant, they're not going to do the job. So this process here is key. Then, of course, once you transplant the cells, are the cells that you inject doing the job? So you measure that by 3 ways. One is, are they making myofibers? And that's what you're looking at here. Okay, this is just an example. Do they make stem cells? They are exemplified here. And these muscle fibers that you see
are they functional? Are they doing anything useful for the muscle, right? So one way to do that is measure the function in the muscle. So of course, then you need a mouse model that actually you can recapitulate that muscle weakness that we see in patients. So we are able to do that in a particular age in the MDX mice, and the muscles are weaker. This is a control mouse. This is a control muscle. This is muscles from a mouse with Duchenne. As you can see, they're much weaker, the specific force of this muscle. And muscles that receive cells, this is an example of systemic, but we have done intramuscular, intraarterial, intravein. The muscles that receive the cells are stronger. So this is the main message here, just a snapshot of what's the basis of the work we are doing. Ok, donc cette diapo résume en fait 15 ans de recherche dans son laboratoire. Donc, la grande astuce qu'ils ont développée, et donc on va partir en haut à gauche de la diapo. Donc, on part d'une cellule pluripotente souche et elle s'est rendue compte qu'on pouvait ajouter dans ces cellules un gène muni d'un commutateur et qu'on peut activer ce gène quand on le souhaite. Ce gène, c'est soit le gène PAX3, soit le gène PAX7. Et PAX3 et PAX7, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes un fidèle des conférences de AMI-FSH. Donc, les protéines qui sont produites par ces gènes sont des chefs. Ce sont des facteurs de transcription, comme DUX4 en fait, qui sont capables d'activer toute une collection de gènes à partir du moment où ils sont présents. Et il se fait que aussi bien PAX3 que PAX7, donc PAX3 c'est dans l'embryon, PAX7 c'est plus dans les cellules souches chez l'adulte, sont capables d'activer le programme pour faire du muscle. Donc, elle prend des cellules pluripotentes souches, elle introduit dedans ces gènes PAX3 ou PAX7 inductibles, et quand elle le souhaite, elle va induire la production, par exemple, de PAX3. À partir de ce moment-là, la cellule s'engage vers la voie de la différenciation terminale pour donner des fibres musculaires, donc des myotubes. Et donc, avec ce système-là, elle peut produire en culture au laboratoire des très grandes quantités de cellules qui vont pouvoir, sur un coup de baguette magique, en même temps, toutes décider de devenir du muscle. Donc, comment peut-elle prouver que ces cellules, quand on les transplante chez la souris, vont effectivement donner du muscle? Elle dit il y a 3 critères. Donc d'abord, la souris, excusez-moi. La souris, c'est quoi? C'est un modèle de la maladie de Duchenne. Donc cette souris a une mutation du gène de la dystrophine et à cause de ça, elle a ses muscles qui se détruisent et qui s'affaiblissent. Donc, elle va introduire des cellules souches saines, donc qui n'ont pas cette mutation du gène de dystrophine chez la souris, et elle va regarder, premièrement, est-ce qu'elle forme des fibres musculaires? Alors, c'est l'image qui est au milieu, on voit apparaître en rouge, donc de nouveau, c'est des coupes de saucisson dans une fibre musculaire. On voit apparaître en rouge toutes les petites fibres qui sont dérivées des cellules souches qu'elle a transplantées et donc qui, elles, produisent de la dystrophine qu'on détecte ici en rouge, alors que les autres cellules de cette souris n'en produisent pas, hein, puisque la souris a la mutation. Deuxième chose, donc ça c'est bien, on a fait des fibres musculaires, des myofibres. Maintenant, est-ce qu'on a fait des cellules satellites? Et ça, c'est la deuxième image, celle que vous voyez sur un fond vert. Donc là, l'astuce, c'est que les cellules qu'elle transplante, non seulement elles ont ce gène PAX3 inductible, mais en plus, elles produisent une lumière fluorescente verte, ce qui permet de les détecter facilement sur le muscle de la souris. Et donc là, on voit sur une fibre verte, donc c'est bien une fibre qui provient de cellules qu'on a transplantées, une toute petite cellule pointée par la flèche bleue qui représente une cellule satellite. Vous savez que les cellules satellites se trouvent en périphérie des fibres musculaires. Et donc, on a là une cellule en périphérie qui, dans ce cas-ci, exprime PAX7 et qui est dérivée des cellules qu'on a transplantées, d'où la couleur verte. Troisième chose qu'il faut vérifier, donc on forme des fibres musculaires, on forme des cellules satellites, mais est-ce que ça sert à quelque chose?
Et donc là, le graphique vous représente sur l'axe vertical la force de la contraction musculaire. Pour les cellules de la souris qui n'a pas été transplantée, ça, ce sont les histogrammes mis en bleu. Donc, on est là aux alentours de 60%, hein, 60 dans les unités de mesure qu'elle a utilisées. Si on regarde par contre une souris à laquelle on a greffé ces cellules pluripotentes qui n'ont pas la mutation, eh bien, on monte à l'histogramme rouge, on double à peu près la force musculaire. Et ça, pour deux expériences différentes, soit on a apporté les cellules correctrices en les injectant dans une veine de la queue de la souris, donc les cellules se sont promenées dans la circulation sanguine et sont allées s'arrêter dans les muscles pour aider à refabriquer des muscles, soit en les ayant injectées directement dans le muscle. Et donc dans les deux cas, on observe que l'on réussit à doubler la force musculaire. Donc on a effectivement une stratégie qui fonctionne. Donc, on a ce qu'on appelle dans le domaine des thérapies une preuve de concept, hein, mis en haut, proof of concept, une preuve de concept que cette idée d'aller greffer des cellules pluripotentes avec induction du gène PAX3 ou PAX7 va permettre de refaire des fibres musculaires, des cellules satellites, et les muscles reformés auront récupéré leur force. OK. Let me see, I'm just trying to see. Well, I don't know if you needed this, but this is just a cartoon to show that the reprogramming, right? So which is really revolutionary because it allows us to generate cells from the patient or any donor. So we use this cocktail here of factors as I alluded in the beginning, and then this will induce the reprogramming of any cell like fibroblast or skin biopsy, right? Any cell in the body that don't have any potential become induced pluripotent and then become these cells. This is just to show, I wouldn't spend too much time here. It's just to show the technology because I still find it fascinating. So this is how fibroblasts look like. The cells just don't have any potential to make any cell type in the body. Once you expose these cells to this cocktail of factors, they begin to change. As you can see here, you see these changes. After just a week or so, you start seeing these colonies forming. And after 2 weeks, they're very clear. And this is actually an induced pluripotent cell colony. And then, you know, after 3 weeks, they're very clear. And what we do, we pick single colonies and expand each single colony in a dish, and each one we're going to establish lines. Some of them will not be true induced pluripotent stem cells, they're not going to be maintained, but usually you can pick up several of them and you establish cell lines. This is just to show how is the process of establishing patient specific lines or iPS cell lines from healthy donors. Ok, donc cette diapo résume la manière dont on procède pour former des lignées de cellules souches pluripotentes à partir de fibroblastes, donc bêtement des cellules de peau de patients. Donc on a le petit bonhomme en haut à qui on a prélevé un petit peu de ces cellules et on les met dans une boîte de culture et on va aller introduire dans ces cellules 4 gènes activés, dont les noms sont là, OCT4, SOX2, etc., et qui vont reprogrammer ces cellules pour en faire des cellules pluripotentes. Donc, on appelle ces cellules pluripotentes induites parce qu'elles ont été induites par le traitement avec ces 4 gènes activés. Alors, cette technique, elle a été développée par l'équipe du professeur Yamanaka, dont le nom est indiqué tout en bas à gauche, qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel pour ce travail. Et donc, à partir de ces cellules, on peut arriver à les faire se différencier. Et donc, les photos que l'on voit ici sont prises en microscopie et on voit en haut à gauche la structure des fibroblastes, comme ils sont prélevés à partir de la peau du patient. Et puis ensuite, à différents temps, après le moment où on a induit cette pluripotence, donc au bout de 2 jours, on voit que les cellules changent de structure. Après 9 jours, on voit qu'il y a des petits tas de cellules qui se forment. C'est-à-dire qu'à partir de chaque cellule qui a été reprogrammée, cette cellule se divise et va faire une petite colonie de cellules. Donc, la cellule 1 se divise, ça fait 2 cellules, chacune se divise, ça en fait 4, chacune se divise, ça en fait 8, et ça nous fait des petits tas qu'on appelle des clones. Et donc, on voit en bas
au bout de 13 jours, au bout de 3 semaines, 4 semaines, la croissance de ces clones de cellules. Et donc, le travail au laboratoire est extrêmement fastidieux. Elle ne l'a pas dit, mais je le sais, parce qu'il va falloir à la main aller repiquer chacun de ces clones individuellement. Ils vous paraissent très gros ici, mais je vous rappelle, ce sont des photos au microscope. Donc, en réalité, c'est tout petit et il faut vraiment bien arriver à viser pour aller récupérer les clones individuels avant de les repiquer dans d'autres boîtes où ils vont pouvoir continuer à proliférer. Okay. Let me just see what I am. I just, for time constraints, we have an hour, right? So we're just gonna make sure that I present the most important things. So I might pass some slides. So this is just to show the work of human. So these are human pluripotent stem cells. This is how they look like. You start differentiation and we can purify the cells, the PAX7 positive cells, using green fluorescent protein. This was the proof of concept studies. You see in a later slide, which I'm just gonna show that we actually replace this with surface markers because we don't wanna use green fluorescent protein for clinical applications. But this was the paper that was published many years ago. And it's just to show, basically here, the message is to show we are able to do the same thing with human cells. This is how they look like. We purify, you can, this is a very heterogeneous population. Once you purify, you get a homogeneous population of myogenic progenes. And this is just to give a glimpse of the proliferation capacity of the cells. This just, they grow a lot, which is key. A lot of growth from homogeneous population. Ok, donc ici, on vous montre à partir de cellules humaines qui ont été donc reprogrammées pour faire des cellules pluripotentes souches, comment elles se différencient progressivement, donc en mésoderme, mésoderme, vous voyez là en haut, et ensuite on va avoir l'étape d'induction de PAX7 et la purification des cellules qui expriment PAX7 et qui expriment aussi le marqueur qu'elle a utilisé tout à l'heure. Elle a parlé donc de cette protéine verte. Donc elle dit ceci, c'est un exemple pour montrer la preuve de leur concept, mais il est évident que le jour où on va vouloir faire ça pour faire de la thérapie chez l'homme, on ne va pas lui mettre des cellules vertes dans les muscles, hein, donc on a d'autres marqueurs qui peuvent être utilisés. Et donc les cellules sont purifiées avec une technique particulière qui va repérer, donc on va faire passer les cellules dans un petit tuyau, une à une, avec un système de laser pour les éclairer et un système de détecteur pour regarder la couleur de chaque cellule qui passe, et ensuite envoyer la cellule dans un tube ou dans un autre selon la couleur qu'elle présente. Et donc ce système de purification va permettre d'avoir toute une population de cellules avec exactement les mêmes caractéristiques. Ce sont toutes les cellules vertes et qui expriment PAX7. Alors leur méthode est vraiment bien au point. Les cellules n'ont aucune toxicité du fait de l'expression de cette protéine verte ou de PAX7. Et on le montre sur le graphique qui est tout en bas à gauche de ce schéma. Donc, sur l'axe vertical, vous avez le nombre de cellules qu'on compte. Et regardez, c'est ce qu'on appelle un axe logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque graduation, on multiplie par 10 le nombre de cellules. Et donc, la culture au cours du temps, ça c'est la ligne horizontale, vous voyez le nombre de jours, days. Et donc, vous voyez que au fur et à mesure que le nombre de jours augmente, vous augmentez très, très efficacement la quantité de cellules qui sont dans la culture. Donc, elle démontre qu'elle est capable, dans son laboratoire, de produire des très, très grandes quantités de ces cellules homogènes qui sont des précurseurs de cellules de muscles. That's this one. So this is the key message. Just shows those cells that we just talked about. Once you transplant them in an animal model of muscular dystrophy, in this case, dystrophin deficient, we are able to see all those things we show in the first slide, right? But in this case, we are specifically showing human-derived muscle, which, right? So here, and that's very important to look for human-specific markers. So here we see human dystrophin in these animals, and in a dystrophin, we use a human-specific marker to make sure that these myofibers we are seeing actually are human-derived. And for this, we transplanted in an animal model that's the immune system, because we are transplanting human cells into the mouse. As you can imagine, they all rejected. So to make it the system
clean or easier to interpret the results, we use an animal model without the immune system, since we are going different species. So we see that the myofibers that are expressed in dystrophin, oops, what did I do? They are also expressing human specific marker that's in green here. And we see 3 different lines, they all have engraftment. You see the force again, the same that we explained a while ago, but now with human cells. And we see human donor-derived stem cells, the same location that we explained before, but here is just, we wanna emphasize that you see all those important features following the transplantation of human myogenic progenitors. Ok, donc ici c'est une expérience, donc c'est le même principe que tout à l'heure avec la souris et les cellules vertes, mais on utilise des cellules humaines qui proviennent donc d'un donneur. On a converti ces cellules en cellules pluripotentes souches et on les a différenciées vers la voie de précurseurs musculaires. On a injecté ces cellules dans des muscles d'une souris. Alors, il est évident que si on met des cellules humaines dans une souris, elles vont être rejetées. Donc, il faut qu'on ait une astuce, c'est-à-dire on prend une souris qui est immunodéficiente, donc qui est incapable, qui n'a pas le système immunitaire qui va reconnaître les cellules humaines comme étrangères pour les chasser. Donc, l'astuce maintenant, c'est que dans les fibres musculaires qu'on obtient chez la souris, il va falloir distinguer quelles sont les cellules qui proviennent de la souris, quelles sont les cellules qui proviennent des cellules humaines qu'on a greffées dedans. Donc, la première astuce, pour reconnaître les cellules humaines par rapport aux cellules de souris, eh bien, on va détecter en vert la lamine AC, c'est une protéine de muscle, et ici, il y a un anticorps qui reconnaît la lamine humaine et pas la lamine de souris. Donc, les petits points verts que vous voyez sur la 2e et la 3e ligne, tout à fait à gauche, ce sont toutes les cellules, tous les noyaux des cellules humaines. Donc, on sait que les cellules humaines, dans le muscle mixte souris-humaine, se trouvent à cet endroit-là. Ces souris, c'est des souris MDX, donc les modèles de la maladie de Duchenne, donc leur gène de la dystrophine est cassé, elles ne fabriquent pas de dystrophine. Donc la deuxième chose qu'on va détecter, c'est la dystrophine, qui sera forcément la dystrophine humaine, puisqu'elle est présente dans les cellules qu'on a greffées. Et donc la dystrophine, elle se trouve où? Elle se trouve sur la membrane de chaque fibre musculaire, donc ça apparaît comme des petits ronds, plus ou moins cabossés, dans les diapos qui se trouvent au milieu, en rouge. Donc ça, c'est la preuve qu'on a des fibres musculaires d'origine, les cellules souches humaines, et qui produisent de la dystrophine. Alors, on va ensuite vérifier qu'on a des cellules satellites, donc les cellules souches sont bien produites. Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est la série des dias où on va colorer chaque fois d'une couleur différente et la superposition de toutes les couleurs vous montre où sont les cellules satellites. Et c'est juste à droite, à côté de l'image de Rita. Vous voyez la petite flèche blanche sur l'image. Ça pointe vers une cellule satellite qui est originaire des cellules humaines qu'on a greffées. Et enfin, la force musculaire, ça c'est le graphique en haut à droite, où on voit qu'on augmente la force musculaire, donc les diagrammes verts par rapport au diagramme jaune. Donc on a vraiment ici une preuve que dans ce modèle de souris qui a la maladie de Duchenne, on peut améliorer la fonction de ces muscles en greffant des cellules d'origine humaine qui expriment la dystrophine et qui vont se greffer à l'intérieur des fibres musculaires de souris. This is the same, those analyses we just show is 2 months after transplant. So we consider that short term, right? So the cells are there, great. An important point is like, well, how long would they be there, right? And we always anticipate they will be there for a long time because we are able to show muscle stem cells from the donor, right? But we needed to show. So these images show muscle grafts after almost 1 year following the transplantation, which is basically half the lifetime of the mouse. So this would mimic many years from a human. So this slide shows then that the cells the engraftment is persistent and that the cells are safe. So we didn't see any adverse, anything not muscle or any cell growth
anything that's abnormal in this particular grafts after almost 1 year following the transplantation. Alors, la diapo précédente, c'était déjà assez extraordinaire de montrer que des cellules d'origine humaine pouvaient vraiment s'agglomérer avec les cellules de souris pour reconstituer des muscles fonctionnels chez la souris, mais c'était des images prises 2 mois après l'injection. Cette diapo vous montre que c'est un phénomène qui dure à long terme, ce qu'on pouvait espérer puisqu'on a des cellules satellites d'origine humaine qui ont été détectées. Donc ici, on a suivi les souris pendant 11 mois. Et donc, ces images sont prises de muscles de souris 11 mois après la transplantation. Et vous voyez toujours en rouge l'expression de la dystrophine. Vous la voyez toujours en petits anneaux qui indiquent la membrane des fibres musculaires. Il n'y a aucune évidence de toxicité, le muscle ne se dégrade pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose à long terme qui est... comment on dit en français, safety, safe, enfin bref, il n'y a pas de toxicité qui est détectée, je ne sais plus parler français, ça va mal. Et donc, c'est vraiment très, très encourageant. 11 mois dans la vie d'une souris, c'est à peu près la moitié de sa vie. Donc, c'est vraiment un truc qui marche, quoi. Hein. Okay. Just for question of time, I might skip several slides because I want to make sure we emphasize the important points. Sure. So next is based on all this proof of concept. How can you envision a potential application of the cells for treating patients with muscular dystrophy? So when you talk about cell therapies in general, there are 2 types, allogeneic or autologous. So autologous, as you might already intuitively think, is like you are getting the cells from the patient and the donor and the recipient are the same. So basically for muscular dystrophies, because these are genetic diseases, you would generate iPS cells from the patient. You need to correct the mutation and put it back into the patient. While allogeneic, you generate cells from a healthy donor, and you can generate a bank of cells, and those cells can be used in a number of patients. Of course, then you have to see compatibility, but it will be similar as a solid organ transplant. So there are advantages and disadvantages to both. Ok, donc les 2 stratégies générales, puisqu'on a des résultats très intéressants chez la souris, on a envie de penser à des essais cliniques chez l'homme. Donc il y a 2 stratégies qui seront définies selon la nature du donneur. Si le donneur des fibroblastes qui seront transformés ensuite en cellules souches pluripotentes est un individu sain et qu'on va vouloir donner ces cellules un peu à n'importe qui, c'est l'image du haut, vous voyez toute la collection de personnes qui peuvent recevoir ces cellules, ça va être ce qu'on appelle des greffes allogéniques, c'est-à-dire qui viennent d'un individu étranger. Et donc là, on peut avoir des problèmes de rejet, comme quand on a des greffes d'organes chez une personne qui en a besoin. L'autre stratégie, c'est la stratégie autologue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va partir de cellules du malade, on va les convertir en cellules souches pluripotentes, mais il faudra évidemment corriger le défaut génétique dans ces cellules avant de pouvoir les utiliser pour les réinjecter au patient lui-même. Dans ce cas-là, on n'aura pas de problème de rejet, mais il faudra penser à corriger le défaut génétique et ce sera une médecine personnalisée. Pour chaque patient, il faudra faire une lignée. Tandis que dans le premier cas, on pourrait avoir une lignée établie à partir d'un donneur et cette lignée serait utilisée pour soigner un grand nombre de personnes. This is a more complex slide of the same thing, just to show that if you're going to an autologous route, you gotta isolate the cells from the patient, have the somatic cells from the patient, reprogram, have the myogenic, the gene correction, you have to isolate clones. It's all doable. We are doing this in the laboratory and we have succeed for a couple of diseases so far. You generate myogenic progenes that are correct, and the idea is to transplant back into the patient. We have succeeding in treating mice, but the proof of concept for the autologous strategy is there. We know this could work, but there are several issues. You always think in the lab, what do you need to do to move this to the clinic? And we started this discussion about 4 or 5 years ago. And there are many points. We started thinking,
okay, we can do this very well in the lab, but what do you need to do to move this to the clinic? So as points that were key is the purification. As I mentioned, we cannot use green fluorescent protein, right? So you need to find other ways to isolate the cells. You need to make sure that we can manufacture the cells in a way that is compatible for clinical application. So certain reagents cannot be used, like for example, chicken extract. So there are a lot of components that we needed to make sure that all the steps of the differentiation are compatible for clinical application. So these, and can we still, even when it's compatible, can we now still generate large numbers of the cells that are efficacious and safe? So these are key important points. Safety, again, scalability. Very difficult to do this and very expensive. Also, it's not so difficult, but it's a very labor-intensive procedure that you, if you would do with an autologous, you would be making all these steps of optimization with one line that will be tested in one patient, right? So, and we also thought that, you know, this is, and also we are adding, if you're doing autologous to begin with, you also have to add on top of all the manufacturing of the myogenic proteins, the gene correction, which is a whole new aspect to be added and optimized. And it might differ from mutation to mutation or disease to disease. So we thought that the best way to begin translation of the cell therapeutic approach would be allogeneic, because then we have one cell type, one cell preparation, or one iPS cell line that you can scrutinize all these different aspects that are key for translation and perform a safety phase 1 trial in a small group of patients. So the same cell preparation that we evaluate deeply for all these different aspects can be tested for safety in about 10 patients, let's say. And if everything is good, this can be moved to a larger number of patients. And when you think about that, it's not just a larger number of Duchenne patients, if that's the disease we begin to treat, but actually patients with different types of muscular dystrophy and different muscles. So we thought that that would be the fast track for us to test actually first if this is feasible, and if it's feasible to go faster and be able to target a number of patients instead of one by one. Although this is still fascinating and we are moving with this strategy in the side, because once this is shown to be safe and efficacious, this can move quite in parallel along with the allogeneic. So then we have two strategies that can be used for the treatment of muscular dystrophies. Ok, donc ceci représente plus complexe ce qu'elle expliquait à la dia précédente. Donc, si on part du patient qui est en fauteuil roulant, on va avoir la possibilité d'isoler de ces cellules somatiques, par exemple des fibroblastes. On va ensuite faire la reprogrammation pour obtenir les cellules pluripotentes souches induites, hein, iPSC dans le schéma. Il faudra prévoir de faire une correction du défaut génétique de ces cellules-là pour avoir la lignée spécifique de ce patient-là qui a été reprogrammée pour être pluripotente et pour laquelle le défaut génétique a été supprimé, différencier ces cellules selon la voie myogénique pour faire des précurseurs de cellules de muscles squelettiques, et puis ensuite faire la transplantation autologue, donc réinjecter au patient ses propres cellules corrigées. Alors, c'est quelque chose qu'elle a réussi à faire sur 2 modèles de maladies qu'elle avait reproduits chez la souris, donc de ce type de myopathie chez la souris, où elle a réussi à guérir la souris avec ce truc-là. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui demande énormément de travail, et il faut bien se rendre compte que pour chaque patient, il faudra repartir à zéro, refaire une lignée cellulaire qui aura subi toutes ces étapes pour pouvoir lui retransplanter à lui. Donc, elle dit d'un point de vue pratique, pour le moment, il s'oriente plutôt vers l'autre stratégie qui est donc entourée en rouge sur ce schéma, qui est de partir d'un seul donneur. On va lui prendre un des fibroblastes, on va les reprogrammer, on obtiendra les cellules iPS, donc pluripotentes induites. On ne devra pas
faire l'étape de correction de gènes, puisqu'on part d'un individu qui n'a pas le défaut génétique. On va faire la différenciation selon la voie myogénique pour faire des précurseurs de cellules de muscles, et on fera alors une transplantation allogénique au patient, c'est-à-dire que là, à partir d'un seul donneur, on pourra transplanter ces cellules correctrices à toute une série de patients atteints de pathologies musculaires différentes. Alors, ce qui sera très important dans le développement de ces stratégies-là, c'est de s'assurer des conditions de purification. Évidemment, si on va passer chez l'homme, on va devoir être beaucoup plus nickel dans tout le travail qu'on fait que quand on faisait le travail chez la souris. Et donc, par exemple, certains facteurs qu'on utilise pendant les étapes de culture de ces cellules, comme par exemple des extraits de poulet, ça peut aller si on va ensuite travailler chez la souris, on ne se tracasse pas trop des détails, mais a priori, chez l'homme, on va devoir éliminer cet extrait de poulet et le remplacer par des molécules bien purifiées, bien caractérisées. On va devoir s'assurer que cette procédure est sans danger. On va devoir s'assurer qu'on peut faire changer au niveau de l'échelle de production. Donc, on ne va pas travailler avec juste 1 million de cellules, on va passer aux milliards de cellules. Et on va devoir s'assurer qu'on peut administrer sans danger ces cellules trafiquées, si je peux dire, chez les patients. Donc, leur idée, c'est de s'orienter vers cette stratégie-là, même si on a toujours le problème de rejet qui va faire qu'on va devoir utiliser des immunosuppresseurs, mais au moins tester ça sur une dizaine de patients, s'assurer que ça peut fonctionner avant, à ce moment-là, de tout réadapter pour pouvoir le faire au niveau des patients individuels avec l'étape de correction des gènes qui va se rajouter. Pass this one. So we began working towards this. This is the team. We put it together in 2016. So we have people with muscle expertise, that's us. We have David McKenna, who is the director. We have a clinical grade facility in our campus. So we are well positioned to adapt and move this strategy to translation. If you are able to do all these steps, we have people with experience in cell therapy, neurologists, and people with regulatory experience. So we put this workforce together 4 years ago, and I will tell you briefly, I will go and outline where we are and where we are going. Donc, dans son université du Minnesota, il y a 4 ans, a été créé un centre de thérapie moléculaire et cellulaire. Là, c'est le bâtiment qu'on voit sur la partie droite de la dia. Et ils ont associé des gens avec 3 types d'expertise différentes. Donc, d'abord, les experts du muscle, hein, c'est elle, son mari, Michael Kaiba, que vous connaissez bien parce qu'il travaille sur DUX4 dans la FSHD. Ensuite, c'est l'équipe des gens qui sont des experts cellulaires et puis des neurologistes et neurologues. I don't know if I speak French or English anymore. Et donc, elle va maintenant nous montrer quel est l'état d'avancement des travaux de cette équipe qui a commencé il y a 4 ans. So here is a summary, a very short list of all our to-do list when you began this. So I will click where we have done and where we are. So you want to make sure, and I have some slides, but I'm not going to show because of time, but believe on my word that we had made sure that is really the ideal methodology to generate this cell product. So we have tested others, and you do need PAC7 to induce this population. We work on the purification of the cell product. We now have 1 surface marker, so 1 protein expressed on the cells that we can use translational compatible purification methods to purify. So these are methods that have been used for other cell preparations to purify cells. So all these steps now are in compliance with clinical translation. We have eliminated all the components that we couldn't maintain, and we now have a condition that is FDA compatible and allows for the expansion of the cells. We can generate very large number of the cells. We characterize the cells extensively. So where are we now? We are really in the process
of transferring our technology to the clinical grade facility. As you can imagine, when we start moving this to where the cells actually going to be injecting to the patient, we really, the level of documentation is just out of this world for me. So I'm learning, but thank goodness I'm not the one to make this paperwork. So it's someone else, but we have to make sure that all the steps are very clear. So someone that has never done this method is able to reproduce. And that's very important, to be reproducible. We also need, everything now has to be clinical grade. And when you mean that, is just documentation and making sure that all the reagents are safe. Everything has been tested extensively. So we needed to put PAX7 in the cells. So we needed to outsource a vector that's clinical grade. And this has been generated in the Indiana vector facility here in the United States. That's a worldwide recognized facility for making these vectors. We needed just a little, but we were in queue for this production for over 2 years because everyone uses this facility, but we have prepared that they are being validated as certified right now. So hopefully we'll get this within the next 2 weeks or so. So that's why these are in light blue. And once this is done, we are in the process of manufacturing now the cells in the clinical grade facility. And then we'll be doing the preclinical studies with the cells that will be used in the patient. So we're going to generate the cells. They're going to be in the freezer off the shelf, and you're going to do the preclinical work. And if everything looks good, we'll be doing the IND filling with the FDA, and the cells will be in the shelf ready for being tested. So hopefully, if everything goes well in this process, I would say one of the most challenging parts is just making sure that the technology is transferred properly, and they are able to enable the process. But we have done extensive preclinical studies with the clinical grade iPS cells we are working on. So we have done all this preclinical work in our lab with the cells that will be used, we hope to be used in the clinic. So now we are up to the last step, is to actually generate the clinical grade product in the clinical grade facility. But I will show you one slide that we feel very confident that this is going to be successful. Okay, Rita, I have just 2 quick questions. I guess the lentiviral vectors are for the Yamanaka factors, right? No, these are for PAX7. Oh, for PAX7. Okay, sorry. Yeah. So just to clarify, so because I think I went too fast. No, that's okay. We need the clinical grade iPS cells, right, to begin with. So we decided to use an iPS cell line that has already been generated by the NIH. Exactly this purpose. They generated a couple of lines with donor eligibility. It was actually derived from cord blood. And they characterize everything is like for clinical grade, for clinical applications. So what they did, they released the research grade cells for people to test. And if they have already had an FDA interaction like we did, they release the clinical grade cells. So we already have the clinical grade cells, and those cells are shipped directly to the clinical grade facility. Okay. So we are starting already with that cells. So those, we don't have to worry about the Yamanaka factors because the cells are already reprogrammed. So the only lentiviral vector you need is for PAX7 to make sure we make a homogeneous and scalable population of myogenic progenitors. As I mentioned, we need this just ex vivo, right? We don't turn PAX7 on in vivo. It's just to generate those cells and then you turn off. Ok. Donc, pour passer évidemment au niveau clinique, vous savez qu'il y a énormément de contraintes qui sont imposées par les systèmes de régulation, notamment, vous connaissez bien aux États-Unis, la FDA, la Food and Drug Administration. Vous savez que pour les vaccins là, contre le coronavirus, maintenant, on est en train d'attendre l'autorisation de la FDA. Donc, ils sont extrêmement stricts sur les conditions à utiliser. Et donc, ceci, c'est dire, représente un peu sa checklist de toutes les choses qu'il faut pouvoir faire et avant de pouvoir passer à un essai clinique.
Et donc, vous voyez, tous les petits V indiquent tout ce qui est déjà fait. Donc, ils ont vraiment très, très bien progressé. Donc, ils ont dû utiliser une lignée cellulaire de cellules souches pluripotentes humaines qui avait déjà été validée par le NIH. Donc, l'Institut national de la santé américain avait déjà validé quelques lignées cellulaires de ce type-là. Et donc, ils partent de ces lignées-là qui sont déjà approuvées. Alors, ils ont modifié les méthodes de culture, les purifications de ces cellules-là de façon à coller avec les instructions du travail GMP. GMP, ça veut dire Good Manufacturing Process. Donc, c'est ce qu'on utilise dans les laboratoires pharmaceutiques pour fabriquer les médicaments. Donc, c'est vraiment toutes les étapes du travail sont codifiées et doivent être faites de manière absolument standardisée. Il n'y a aucune déviation qui est permise. Et donc, ils travaillent très, très bien. Ils ont aussi, je lui avais posé une question, elle parle de vecteurs lentiviraux, donc des lentivirus qui vont être utilisés comme vecteurs dans cette expérience. Et je lui ai demandé si c'était pour la reprogrammation des cellules souches. Elle me dit non, on parle de cellules souches déjà obtenues. Et donc, ce que ces vecteurs lentiviraux vont exprimer, c'est PAX7. C'est donc justement cette astuce qui va permettre de embarquer les cellules vers la voie de différenciation pour faire des précurseurs de muscles squelettiques. Et donc, ils ont sous-traité cette partie du travail à un centre de production de l'antivirus pour la thérapie clinique, donc pour la clinique humaine, qui est située dans l'Indiana. Et donc, normalement, dans 2 semaines, elle devrait recevoir ces vecteurs. Alors, à toutes les étapes, elle récupère chaque fois une partie des cellules qui ont été obtenues et les teste dans ces modèles précliniques, donc sur ces modèles de souris dont elle a parlé tout à l'heure au labo, pour s'assurer qu'on n'a pas perdu la capacité de régénération de ces cellules-là. Alors, bon, pour le reste, eh bien, ce sont énormément de documents qu'il faut remplir auprès de la FDA pour pouvoir avoir l'autorisation de démarrer l'expérience. Okay. I'll pass this. This is just to show our previous work. Okay, I'll pass, 10 a.m. This is just a surface mark, I believe my word. Okay, so this is the strategy, the approach for the clinical translation, which we just talked about, right? So we have the NIH iPS cells. They are already produced with, in good manufacturing practice. We use a 3rd generation PAX7 virus that's already being generated. This is safer vectors. We generated a master cell bank, which you'll be scrutinized for a whole genome sequence and analyzed, and we'll follow that's the good thing, is you modify and you can do testing prior. So we'll select cells, we'll move forward if the testing shows no risk. And then this is just a snapshot of the differentiation. You induce PAX7 at some point of mesodermal differentiation. And once you induce PAX7 expression, you start seeing these myogenic cells growing out. We grow in our optimized expansion media. At certain point, we'll purify these cells now using this, again, compatible with manufacturing and good practices purification method. CD54 is a protein. And once you purify, you can grow now this very homogeneous, as you can see now, they're all red, they're all muscle progenitor cells. We grow them for a few passages and we can obtain really we generate billions of myogenic progenitors. And these will be off the shelf for clinical translation. Ok, donc ceci reprend vraiment l'approche générale. Donc tout en haut à gauche, elle part de lignées cellulaires qui ont été approuvées par le NIH, hein, qui est indiqué la NIH. Elle va mettre ces fameux lentivirus pour exprimer PAX7. Ce sont des vecteurs viraux qui ont été aussi validés, qui sont vraiment très, très, garantis quasiment sans danger. À partir de là, elle va obtenir toute une série
de cellules qui sont embarquées vers la voie de différenciation vers le muscle squelettique, hein, grâce à l'activation de PAX7, le chef d'orchestre qui met en branle tous les gènes nécessaires pour faire du muscle. Elle va sélectionner un grand nombre de lignées cellulaires individuelles à partir de ces cellules qui ont été reprogrammées par PAX7. Et donc ça, c'est toute la série des petits tubes que vous voyez en haut à droite de ce schéma. Et donc, à partir de tous ces petits tubes dans lesquels dans chaque tube, il y a des cellules qui sont identiques, donc c'est chaque fois un clone de cellules, elle va prélever un petit peu de ces cellules et lire la séquence complète du génome de ces cellules pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de perturbation dans le génome humain. Donc, le fait d'avoir fait la reprogrammation des cellules, même si la lignée est approuvée par le NIH, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait dérailler en cours de route et on va vérifier que ce n'est pas le cas. Le fait d'avoir ajouté le lentivirus avec PAX7, ça pourrait causer des problèmes éventuellement au niveau de la structure de l'ADN et ce sont des choses qu'ils vont vérifier. Et donc, sur ce grand nombre de clones, eh bien, ils vont sélectionner ceux qui n'auront pas bougé au niveau de la séquence de leur génome. À partir de ces cellules, on va s'embarquer sur la seconde ligne, on part de la gauche, où il est marqué D0, donc le jour 0. On va démarrer la prédifférenciation, on obtient du mésoderme, on obtient à ce moment-là des cellules dans lesquelles on peut induire l'expression de PAX7. Donc, le gène PAX7 avec le lentivirus est déjà présent, mais on n'a pas activé. Là, on va l'activer et on commence à voir apparaître en orange des cellules de la lignée musculaire. Donc, ces cellules-là, on continue à les différencier et on va maintenant faire un tri des cellules. On va purifier les cellules, c'est ce qui est indiqué au D12, donc le jour 12, le petit tube. On va donc faire passer les cellules une à une dans un faisceau lumineux avec laser pour envoyer d'un côté les cellules oranges et de l'autre les cellules pas oranges. Donc les cellules oranges, ce sont les cellules qui portent ce marqueur qu'elle a identifié, qui est spécifique des précurseurs de cellules musculaires. Et donc elle va pouvoir obtenir dans son petit tube une collection de cellules toutes identiques qui sont capables, qui sont vraiment des précurseurs de cellules de muscles. Et ces cellules, elle peut alors là les faire pousser pour en avoir des très très grandes quantités. Elle peut avoir des milliards de ces cellules qui sont précurseurs de muscles qui vont pouvoir être utilisées dans les tests. So this is just to show you that we have had, these are a very summarized way to the steps from basic science to clinical translation, and to show you where we are. We kind of already talked about that, but we are really in the phase here, waiting for the production and do the IND enabling studies, which hopefully we'll be able to do in 2021, which hopefully will be a better year than 2020. We have already had an interaction with the FDA. So because we had so many questions when we began discussing this. So we put it together a package of what our plans, and we presented this to the FDA, and we had a meeting, and they were in agreement with what you proposed. Doesn't mean that they're going to be in agreement with what we come with the IND, but basically the meeting went very well, and our plans were, they thought they were great. So if everything looks good with the IND enabling studies, with the testing of the cells, it's just a question of putting all the pieces together in an IND enabling package, which I hear is a very big package, but we are hopeful that 2021 will be the year for us to do that. Ok, donc la grosse flèche bleue là en haut vous indique les différentes étapes vers un développement d'un nouveau médicament. Et donc en vert, we are here, donc c'est l'endroit qu'ils ont atteint maintenant. Et donc ils sont au stade où ils sont en train de vraiment tester la sécurité de ces processus. Et c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir proposer un nouveau médicament. Alors, ce qu'ils ont fait de très astucieux, c'est que déjà en 2017, ils ont interagi avec les experts de la FDA, donc c'est l'organisme qui va donner l'autorisation de faire les essais cliniques de ce nouveau médicament.
et ils ont discuté exactement de ce qu'ils avaient l'intention de faire, et la FDA a pu faire toutes ces remarques, et eux ont pu en tenir compte. Elle était étonnée de voir que finalement la stratégie qu'ils avaient proposée avec son centre de thérapie moléculaire et cellulaire était très bien accueillie par les gens de la FDA. Et donc, il faut maintenant remplir, elle vous montrait avec sa main une pile de documents qu'il faut remplir pour avoir cette autorisation de la FDA de tester une nouvelle stratégie thérapeutique. Et donc, ils sont très bon espoir qu'en 2021, ils vont pouvoir faire le premier essai clinique chez l'homme de cette stratégie-là de greffe de cellules pluripotentes souches qui ont été différenciées vers la voie des précurseurs des cellules de muscles squelettiques, et donc les premiers essais cliniques de ce type. Just see what I have here. So I went here, but this is just to show you some results for this clinical grade iPS cells that I'm talking about, that I have crossed all the marks. So this is how they look like. This is the clinical grade cells. This is the expansion, just to show you how really easy it is to get billions and billions. That's how they look in the dish. And this is the transplantation. I know you're going to talk about that, but this is just to show you the engraftment of the cells. So this is just to show all the points that we have discussed. And now is we are at that stage, as Alexandra mentioned, to just finalize the production, clinical grade, and test it. Repeating all this work now, but with the products generated in this clinical grade facility. And just to end, most of this work has been doing validation in animal models of Duchenne muscular dystrophy, but the way we see this cell replacement therapy is really for all muscular dystrophies, or most types of muscular dystrophies. We can imagine validating for every particular model of muscular dystrophies, but we have tested for Duchenne, limb-girdle muscular dystrophy, and we actually have work recent with FSHD, and we have tested mouse myogenic progenitor into the animal model of FSHD that Michael Kaiba has generated, and you see engraftment. So we are, then you might ask, does it work for every single disease? I can tell you that one particular disease we didn't see a positive effect, which was myotonic dystrophy, which is a totally different mechanism. But for FSHD, we did see engraftment, and even in the context of DUX4 expression. So we think that FSHD is a disease that could be added to the list of diseases to benefit from cell therapy. And I'll end here so we can have some questions. I'm sorry I went over time. I didn't calculate well the number of slides. Don't worry, it's always like that, so people are used to that. And we love scientist language now. Ok, donc je vais vous réexpliquer cette diapo. Donc elle s'excuse d'avoir pris trop de temps. Je dis qu'elle ne doit pas se tracasser, que c'est toujours comme ça avec AmiFSH. Les scientifiques sont toujours trop enthousiastes et passent trop de temps. Donc on a un peu l'impression que c'est toujours la même chose qu'elle montre. Mais ici, ce sont les expériences qu'elle fait avec cette fameuse lignée qui était validée par le NIH, et toute la procédure qu'elle a expliquée, qui est conçue pour correspondre aux normes extrêmement strictes de la FDA. Et donc, elle reparle du vecteur lentiviral pour exprimer BAC7, qui est une troisième génération de vecteurs, de façon à éviter au maximum des problèmes. Elle montre que ces cellules sont capables d'atteindre la différenciation terminale, en bas à gauche en rose, donc c'est-à-dire de former des myotubes en culture de cellules. Elle montre qu'elle est capable d'obtenir, l'équipe est capable d'obtenir une amplification très efficace des cellules de cette lignée sur le graphique, où elle montre qu'elle obtient des milliards et des milliards de cellules au bout de quelques jours de culture. Donc ça, c'est vraiment magnifique, parce que le matériel nécessaire pour la transplantation chez les patients ne sera pas en quantité trop faible.
on pourra effectivement faire les essais cliniques. Et tout en bas, l'image vous montre des fibres musculaires dérivées du donneur qui sont formées à l'intérieur de muscles de souris pour montrer donc la capacité de ces cellules de contribuer à la fabrication de fibres musculaires avec des cellules satellites et redonnant une force musculaire comme elle l'a déjà montré précédemment. Alors, elle dit, bon, toutes ces études sont faites sur le modèle de la souris MDX, qui est le modèle de la maladie de Duchenne, mais elle a déjà testé sur une autre pathologie musculaire, donc sur la, je ne sais pas comment on dit en français, limb girdle muscular dystrophie. Maladie des ceintures. Maladie des ceintures, voilà, c'est ça. Dystrophie des ceintures. Donc, notamment, elle a publié un article sur un cas où c'est le gène de la calpaïne 3 qui était muté. Et elle a réussi à vraiment guérir la souris. Le cas, évidemment, qui vous intéresse, c'est la FSHD. Il se fait que, justement, son mari, Michael Kaiba, travaille sur la FSHD et il a mis au point récemment un modèle de FSHD chez la souris dont je vous ai parlé dans les comptes rendus du congrès de la FSHD Society. Donc, ce modèle représente vraiment bien toute une série de caractéristiques de la FSHD, y compris l'accumulation très précoce de tissus graisseux dans les fibres musculaires et les dépôts fibreux. Vous vous souvenez, on en a parlé quand on a parlé de la régénération avec Béatrice Chazot, donc avec le rôle des précurseurs fibro-adipogéniques dans la fabrication de ces dépôts graisseux. Et donc, elle a testé cette lignée cellulaire-ci dans le modèle de FSHD chez la souris développé par son mari, et elle arrive également à retrouver une augmentation de la force musculaire dans les fibres de cette souris FSHD. Donc, d'après elle, il y a un grand nombre de pathologies différentes qui pourraient bénéficier de l'injection de ces cellules thérapeutiques. Il y a juste un cas qui ne fonctionne pas, c'est parce que le mécanisme moléculaire de la maladie est différent. C'est le cas de la maladie de Steiner, la dystrophie myotonique, où là, ça ne marche pas. Et donc, bon, on n'a pas le temps ici d'expliquer pourquoi, mais pour toutes les autres pathologies qui ont été testées, a priori, ça devrait pouvoir marcher. I have a question. No. Go ahead. Go ahead. I was just saying here, this is like engraftment in the animal. Okay, after I will ask you a question after you talk. No, this is just, you can ask, this is just to show, I already said that we see donor-derived cells in the IDUX4 model, and this is just to show you, right? Because just my words, I want to show you the facts. So I will just end, and actually I have a French postdoc working this. Aha! Zach, and yeah, so we induce DUX4 expression prior to transplantation. The cells engraft, and you give another shot boost of DUX4 to see how the cells behave if they stay there, and you see donor-derived myofibers and high numbers. You can see about 250 myofibers. And this is mouse to mouse, as I mentioned, because we don't have an immunodeficient mouse model. We tested first the mouse, and we also see a reduced fibrosis in mice that have been transplanted. But this is still early stages. We had some pilot funds from the FSHD Society to do this work. Donc ça, c'était la preuve que les expériences ont été faites chez la souris qui était le modèle de la FSHD, avec donc un gène DUX4 qui était inductible, et donc les cellules qui apparaissent en rouge sur les coupes de muscles représentent les cellules qui proviennent de cette lignée humaine qui était transplantée dedans. Et donc elle dit que elle réussit à avoir plus de 250 fibres qui ont été greffées et qu'il y a une diminution de la fibrose. Et bon, voilà, c'est un travail qui est encore en cours, mais voilà, elle voulait quand même montrer ça pour montrer qu'il travaille effectivement sur ce modèle de souris FSHD et que ça a l'air de marcher. And thank you, and I'm happy to take questions. It takes a lot of people and a lot of money to do this work.
but it's exciting, and hopefully we'll move this to the clinic. Ok, donc ça prend beaucoup de gens pour faire ce travail, hein. Donc voilà une photo des gens de l'équipe, et ça prend beaucoup d'argent également, avec en bas tous les gens qui ont donné des sous pour faire avancer cette recherche. Et elle dit que bon, elle a vraiment, c'était très difficile de mettre en place, mais que maintenant on maîtrise vraiment 90% du processus, et qu'elle a très grand espoir qu'on va bientôt pouvoir arriver à faire des essais cliniques et que ça va marcher. Donc, si vous avez des questions, voilà. J'en ai pas vu en live sur Facebook, donc ça tombe bien parce que moi j'en ai deux. J'aurais aimé savoir, parce que j'ai peur de ne pas avoir compris quelque chose. I'm sorry, Rita, I will ask you a question in French. Dans la FSHD, on a une atrophie des muscles et donc on perd de la masse musculaire, et donc le fait d'y injecter des cellules souches pluripotentes, enfin à vocation musculaire, est-ce que ça va réparer la fibre ou est-ce que ça peut recréer du muscle? So the question is, in FSHD, you have a lot of atrophic fibers. And the question is, the cells you are going to transplant, will they make new fibers on their own, or will they contribute to re-fatten, I would say, the atrophic pre-existing fibers? Mm-hmm. We believe it's both. Mm-hmm. The cells we transplant, they fuse, so they will fuse with the existing myofibers, but they also have the potential to make new myofibers, the novo generation. But we believe, because is a cell, right? Is a live cell. So when we have been planning this clinical trial, the discussion is like, what is the ideal muscle? What's the state, right? So it's different. So we think that, obviously you need the stimulus for the cells to stay. They need a reason to be there, right? So if it's a healthy muscle, they just might be eliminated. So degeneration is key, but also we think that, if the muscle is totally degenerated or too advanced, a particular muscle is too advanced, like, for example, that image I showed in the beginning for Duchenne, right? There is no muscle in that particular area. Then the cells, I think, if the muscle is totally fibrotic, we think the cells probably wouldn't have the optimal result, because you need a certain environment for the cells to survive, right? Because you're not providing a gene or providing a drug. These are live cells. They need cues, right? So they're going to generate the new myofibers. We don't know exactly what's the key environment that they need, but we hypothesize that they need a degenerating muscle in order for them to stay. That's what we see in mouse models. But we believe that, the process of if a particular muscle, the process of degeneration is too advanced, or the area is just too fibrotic, the cells might not survive. So we need, we don't know exactly what's the stage, but the earlier is always the best, right? But they definitely can make new myofibers. So even if there are areas there that are no muscle, but that are, it's a mixture, it's in degeneration, we believe, right? It's hard to anticipate, translate what we see from a mouse to a human. That's why you need to get started, but we envision, this is what we envision. I hope I answered. Évidemment, elle se base sur ce qu'elle connaît chez la souris, hein, et bon, il faut s'assurer que chez l'homme, ça va être pareil. Et donc, a priori, ces cellules vont pouvoir contribuer aux deux phénomènes, donc à la fois générer des nouvelles fibres, des nouvelles myofibres, et fusionner avec des fibres préexistantes qui étaient en dégénérescence et qu'elles vont peut-être pouvoir aider. Alors, elle dit, il faut bien se rendre compte que ce qu'on va transplanter, ce sont des cellules vivantes. Et ces cellules vivantes, elles vont avoir besoin de signaux qui viennent de l'environnement pour rester vivantes. Si on va les mettre dans un muscle qui n'est pas malade,
elles ne vont pas vraiment avoir de raison de rester là. Si on les met dans un muscle qui est trop dégénéré, trop fibrotique, elles ne vont pas trouver un environnement favorable. Et peut-être que ce sera plus difficile alors de réussir à voir ces cellules se mettre en route pour construire des nouvelles fibres. Donc, ce sera quelque chose à tester, mais a priori, d'après ce qu'elle voit chez la souris, quand on a des zones de muscles qui sont en dégénérescence, les cellules qu'elle greffe vont pouvoir vraiment donner des nouvelles, construire des nouvelles fibres et fusionner avec les fibres préexistantes pour les renforcer. Yeah, just to complete, actually, thinking about the question, we have transplanted the cells because, for example, the MEDX, the Duchenne model, is very regenerative, right? So the cells just, we transplant and they go in and they work together, right? But we have transplanted cells in the double knockout, which is actually atrophic, right? So it's very different from the dystrophin deficient only. And the cells actually, even in that environment, the cells generate new myofibers. So, and we also have shown, and this is mouse to mouse, right? So there are certain things that are very hard to address in the human to mouse. But we also have, when you irradiate, of course, it's not something you will do in a patient, but when you ablate the whole muscle, right? When you injure the muscle and you irradiate, basically we eliminate, you know, it's really bad environment after the irradiation, and you transplant the cells, the mouse cells into the mouse system, the cells take over the muscle. So, but of course, that's not the function. That's not what the environment will be in the patient, but it's just to give you an idea, you know, how we can push the system in the mouse and see what happens. But again, this when you push the envelope, is just easier to evaluate when it's the same species. So it's harder to see the human into the mouse. Donc, dans le modèle de souris MDX, on sait bien, et ça existe chez la souris, mais aussi chez les patients, il y a énormément de régénération en cours en permanence dans ces muscles-là. Donc, elle amène ces cellules dedans et les cellules sont tout de suite dans un environnement qui leur donne des signaux pour se mettre à proliférer et à fusionner pour refaire des nouvelles fibres musculaires. Donc, elle a réfléchi. Et il y a en fait un autre modèle qui est plus proche des fibres atrophiques, comme l'était ta question. Et c'est un modèle où à la fois le gène de la dystrophine et le gène de l'utrophine ont été détruits chez la souris. Et donc là, il y a formation de fibres atrophiques. Et dans ce modèle-là, aussi, les cellules qu'elle transplantait ont pu contribuer à régénérer. Donc, à fusionner avec les fibres atrophiques. Alors, il y a un autre modèle qui est vraiment extrême. Elle dit, chez l'homme, on ne va jamais faire ça. Chez la souris, on peut irradier des muscles jusqu'à détruire complètement toutes les cellules musculaires qu'il y a dans un muscle. Et elle va transplanter de ces cellules pluripotentes, cette fois-ci, elle l'a fait avec des cellules de souris, et ces cellules vont pouvoir reconstituer complètement le muscle qui a été annihilé. Et donc, elle imagine que dans un modèle humain, ben c'est une façon de montrer que ces cellules sont capables de faire beaucoup de choses si on les pousse un petit peu, et qu'a priori, dans le modèle humain, ça devrait pouvoir fonctionner, même si on n'a pas ces extrêmes d'irradiation aux rayons X. Est-ce que le corps qui recevra ces cellules devra nécessairement être immunodéprimé tout de même? So the question is, if you transplant those heterologous cells, probably you will need to have immunosuppression. Right, thanks for the good question. Yes. So immunosuppression, even if it was autologous, you would need immunosuppression, well, at least for certain diseases, for example, for dystrophin, right? Because if you are transplanting the cells in a particular disease is missing, right? The healthy cells, even if from the patient, is going to be expressing a protein that's foreign to the patient, right? So a certain level of immunosuppression would be required, even if autologous. Of course, if it's allogeneic from another person, that the level of immunosuppression, you might think, oh, this is even more, right? So the way because this is not gene therapy, so the levels will not be so high.
and we have seen from other transplantation, the idea now is to have 2 months of immunosuppression, and that will be tacrolimus. And that has been done for other. So the idea right now is that we'll discontinue after 2 months, and we'll do biopsies within the first 2 months and after. Of course, if you see, this first trial will be addressing safety, but also what's the level of HLA mismatch we can do. Is it required lifelong immunosuppression? Do we need a stronger immunosuppression, or do we need it to go closer HLA, right? So right now we just have one patient, one sample, and we're gonna see in a different patients with different HLA, right? But you can envision that if there is a level of mismatch that we can do, we can have a number of donors, and we can go like we do for cord blood, for example. Oh, this donor is a match for this patient, right? So we can have a donor bank. So that's another way to go that wouldn't be autologous, but it would be something intermediate. But these are all lessons that we needed to learn. But the short answer for you is that yes, immunosuppression will be required at least for some time. Donc effectivement, il faudra de l'immunosuppression. Il y a deux idées. Les cellules autologues, donc ces cellules qu'on va corriger, par exemple, pour un patient atteint de la maladie de Duchenne, il faut bien se dire, le patient ne produit pas de dystrophine. Donc, si on lui transplante des cellules qui produisent de la dystrophine, cette protéine va lui apparaître comme étrangère et il pourrait montrer une réponse immunitaire contre cette protéine. Donc, même pour les transplantations de cellules autologues, on va quand même donner un immunosuppresseur. L'idée, c'est de le donner au moins pendant les 2 premiers mois et puis d'arrêter et de vérifier tous les paramètres pour voir s'il y a une réponse immunitaire qui démarre ou pas dans ce cas-là. Alors, pour les donneurs hétérologues, donc là, l'idée, c'est qu'on pourrait regarder leur système HLA, donc leur système d'immunocompatibilité, pour s'assurer on pourrait avoir une sorte de banque de donneurs avec une variété de systèmes d'immunohistocompatibilité différents, et on pourrait choisir le malade en fonction de son système d'immunohistocompatibilité pour l'avoir le plus proche possible du donneur qui a fourni la lignée cellulaire que l'on peut transplanter. Et donc, en résumé, oui, il faudra penser à de l'immunosuppression, mais peut-être que ce ne sera pas quelque chose qui devrait être très puissant, c'est peut-être pas quelque chose qui va devoir être pour des longues périodes de temps, donc ce sera chaque fois vraiment à adapter au cas individuel. J'avais une dernière question. Là, on est donc à l'aube du clinical trial, a priori pour DMD first, et ensuite peut-être sur FSHD. Si un jour cette étude clinique est approuvée, validée, ça fonctionne, est-ce que on va avoir besoin d'une structure industrielle de production de ces cellules-là? Et si oui, est-ce que le labo de Rita est déjà en contact avec des industriels qui seraient intéressés par ce projet? So he is already full of hope, saying, suppose your clinical trial is actually working with Duchenne. Afterwards, you will have the possibility to expand to other pathologies. And so you will end up needing a very large amount of cells. So his question is, are you already in contact with a company that would be able to manufacture the very large number of cells that you will need? So actually, we do the math. We have each one run, we can have a master cell bank of about 500 vials. So we can actually treat many patients. So the scalability of this is just amazing. And just the scalability of the progenitors, right? So you can start prior to that to very large numbers. So we are not concerned, but of course, hopefully everything will be successful. Then you need lots and you're gonna generate more, right? So, companies, they are very averse to risks. So at the moment,
we have our own kind of startup. Not really, because I'm really focusing more on the research, because, you know, everybody talks to me, oh, you're going to start a company, you're going to start a company. It's like, I think at some point this has to be commercialized, right? It has to be through a company. There is a limit of what academia can do, right? So we are getting this out of the ground, but at some point it has to spin off, because commercialization and all that, it cannot go through academia, right? But I think the very phase 1, phase 2, even phase 3, it can be even in the academia. And then hopefully at that point, when the positive results are coming in and the risk is reduced, we will be in a good position, you know, to have a company or be a big, large pharma be interested in the technology and just acquire or get the rights. You know, you want this to work. And I feel that my effort at this point is more making sure that this evolves and we success, because success brings success, right? People getting more positive results, and more we advance, more people want to be part of it, right? So once you see that the risk is reduced, then, you know, people want to partner, be donations, be NIH, be Department of Defense, and entrepreneurs, right? So cell therapy is not as simple as other technologies like a drug, right? So there is a whole process of steps, but it is, if it's successful, I always say if, because, you know, coming from mice to patients is a huge enterprise. So we are hopeful, but we know that there are challenges ahead. But if everything works, it could be life-changing, right? That would be amazing. I'm hopeful, but I know the challenges ahead. But, you know, the idea at the moment, we are currently testing, because usually we expand after we freeze, is if it's off the shelf. So if it's someone in Florida that needs the cells, or even, you know, hopefully abroad, you can ship the vial, and the vial can be thawed and transplanted in the same day, because this, again, is not like a heart attack, right? So you can plan ahead, you know, and the cells can be shipped to different places. But yeah, long term, yeah, we would like this to be through a company, but we are not there yet. Donc, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, ce serait vraiment un truc à considérer, mais vraiment dans le long terme. Donc là, elle est très prudente. Elle dit que heureusement, les systèmes de production qu'ils ont mis en place maintenant sont déjà extrêmement efficaces. Donc, elle peut vraiment produire des quantités très importantes de cellules qui vont permettre de faire tous les essais cliniques. Et si effectivement ça marche, elle dit ça pourrait vraiment changer la vie des gens. Ce serait extraordinaire, c'est vraiment ce qu'elle espère du plus profond de son cœur. Et donc à ce moment-là, la question se posera de voir si on peut embarquer un industriel, ou plusieurs personnes lui ont déjà demandé pourquoi elle ne créait pas sa propre entreprise. Elle considère que c'est encore trop tôt, elle veut vraiment s'assurer qu'au niveau des essais cliniques, ça va vraiment bien marcher. Et donc après, l'avantage, c'est qu'on peut tout de suite avoir les cellules dans des petits pots qui peuvent être expédiés par un Fédéral Express ou un truc du genre pour être portés au niveau de l'hôpital, où on va l'injecter directement au patient. Ce sont des opérations qui pourront être prévues longtemps à l'avance. Et donc, il ne va pas falloir laisser le pot sur les étagères du labo pendant plusieurs jours avant de les utiliser. Et donc, avec un producteur central qui pourrait envoyer aux différents hôpitaux, il y aurait déjà moyen de traiter énormément de gens, quoi. Super, excellent. Je crois qu'on est bon en questions. There are no questions anymore. Thank you very much, Rita. Thank you so much. It was passionate and very accessible. Thanks to you, and thanks also to Alexandra. You've given us a lot of your time. Thank you very much. We are very, very, very lucky to have heard you.
if one day you ever work on FSHD, we will be very happy to help you. Our French community could help your lab with other organizations, international. So don't hesitate. French people are behind you and behind your team. And thank you very much, Rita. Thank you. Merci. Obrigado. Obrigado. Thank you so much. Thank you, Rita. Very much. Very nice. Very nice seeing you all. See you next time. Je continue juste en français pour vous dire à tous les autres amis FSH qui nous écoutent qu'il faut rester connecté jusqu'à la fin de l'année parce qu'il va y avoir plein de choses génialissimes, notamment en Facebook Live, puisqu'on va avoir la chance d'avoir avec nous un spécialiste de l'alimentation préventive, un spécialiste de la super bonne bouffe, super adaptée pour se sentir mieux. Donc, il va falloir rester avec nous. C'est Anthony Fardet qui viendra parler avec nous d'alimentation préventive. On est très, très fiers parce que c'est quelqu'un qui est très, très connu. On va avoir aussi Frédéric Macdinier et Karine Nguyen qui vont venir nous parler de génétique, d'épigénétique et de choses très intéressantes pour nous autres amis FSH et pour également les futurs papas et mamans qui sont très intéressés sur l'hérédité et sur la transmission du gène. Et puis, on va aussi avoir vraisemblablement une autre américaine qui va venir parler avec nous, puisque je crois que Lindsay Wallace de l'équipe de Scott Harper fera aussi un Facebook Live avec nous. Je pense que ça sera en début d'année prochaine. Et bien sûr, vous l'attendez, je le sais parce que j'ai des messages. Nathalie Mur, René Même et Eric Favre vont revenir avec nous avec des listes d'ingrédients, avec des listes de supplémentation sportive, avec des nouveaux Maxet. On va faire des circuits Maxet juste pour les aidants. Donc, exit la FSHD, le temps de quelques minutes de sport. On va s'occuper aussi des aidants, des papas, des mamans, des enfants et des maris qui ont besoin de faire du sport aussi. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much, Rita. Merci beaucoup, Alexandra. See you next week. À bientôt. Bye bye. Thank you.